Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Jean Birnbaum. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, responsable du Monde des livres. Vous avez publié en 2016 Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. C'était aux éditions du Seuil. Et en 2018, vous avez publié un autre ouvrage, La religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous, toujours aux éditions du Seuil. Et si je cite ces deux livres, c'est parce qu'ils ne sont pas sans lien l'un sans l'autre. On va y revenir. Mais d'abord, un mot sur l'antisémitisme et la confusion qui règne sur les agressions que l'on a recensées ces dernières semaines. De quoi parlons-nous? À quoi assistons-nous? Quelle lecture il faut avoir de ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il faut y voir la résurgence d'un antisémitisme d'extrême droite, ou est-ce qu'on est plus en face d'un problème plus politique ou plutôt plus géopolitique qui a à voir avec la situation du Moyen-Orient? On voit qu'il y a des grands problèmes pour nous pour juste même nommer les choses. On a mal fou à nommer les choses. Il y a parfois des emballements sur des choses assez marginales, et parfois on ne dit pas grand-chose quand il y a des actes épouvantables. Parce que par exemple, quand les enfants à Toulouse se sont fait tuer, il n'y a pas eu une tant de réaction que ça. Hein. Donc en fait, parfois on surréagit à des petites choses qui ont l'air pas très importantes, puis parfois on ne dit pas grand-chose quand il y a des crimes épouvantables et inédits. Parce qu'en fait, je crois que c'était jamais arrivé en France. Hein, quelqu'un qui rentre dans une école juive comme ça et qui abat des enfants à bout portant. Et aujourd'hui, donc, on a effectivement quelque chose qui est d'autant plus difficile à nommer, que c'est un peu comme si il y avait ce fameux phénomène de l'égout dont parlait Adorno, le philosophe de l'école de Francfort. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui remonte comme ça. Il y a Victor Serge aussi, ce grand écrivain anarchiste, qui parlait de Céline en disant il allait puiser dans les poubelles antiques de l'antisémitisme. Donc il y a tout un truc comme ça qui remonte, qui fait converger des haines très différentes et en même temps qui se retrouvent. Il y a des échos, des résonances épouvantables. Donc effectivement un vieil antisémitisme d'extrême droite, mais aussi un nouvel antisémitisme post-tiers-mondiste, prétendument antisioniste, comme on l'a dit. Et puis donc on l'avait déjà vu au moment du fameux jour de colère, hein, qui avait tout d'un coup, on avait vu se déverser dans la rue tout un tas de haine et de violence qui jusque-là avaient l'air d'être cantonnés aux égouts de Twitter et des réseaux sociaux. Et tout d'un coup, on avait eu 20 000 personnes, hein, alors qu'il faisait très très froid et qu'il pleuvait, 20 000 personnes, compagnons de route de Dieudonné ou de Soral ou islamistes, etc., qui convergeaient dans une même haine du juif. Donc aujourd'hui, on a un mal fou à nommer tout ça, et notamment parce que finalement, pour nommer tout ça et pour nommer la singularité de cet antisémitisme par rapport à d'autres types de haine ou de discrimination ou de racisme, eh bien, il faut avoir un certain rapport au symbolique, et notamment une certaine, justement, on y revient, à une mémoire longue de la haine religieuse, parce que finalement, très longtemps, ce que Léon Poliakov appelait le bréviaire de la haine était ancré dans le vieil antisémitisme, d'abord chrétien, aujourd'hui musulman. Et donc cette gauche qui a tellement de mal à prendre au sérieux le religieux et à avoir un certain rapport au symbolique, à ce qu'il y a dans les textes, à ce qu'il y a dans les textes qu'on considère comme sacrés aussi, au fait que les juifs sont parfois maudits dans les textes sacrés, et bien en fait cette gauche-là a un mal fou à prendre en compte tout ça, et à chaque fois que l'antisémitisme surgit, c'est fou parce qu'elle a l'impression que c'est quelque chose qui vient en diagonale par rapport au mouvement social. C'est comme si c'était quelque chose qui venait comme une petite parenthèse qu'on ne pouvait pas inscrire, qui venait nous parasiter un peu, et donc tout d'un coup il faut s'indigner, et puis ensuite on va reprendre le cours des choses normales, nos pétitions antiracistes, nos manifestations, nos grèves, etc., toutes choses auxquelles on tient, et puis tout d'un coup, hop, il y a cette question de l'antisémitisme qui vient là, qui nous met en colère, qui nous indigne, et en même temps on a un mal fou à le nommer parce qu'on a un mal fou à l'inscrire dans notre imaginaire politique qui est désarmé face à ce type de haine qui vient de la nuit des temps et qui parfois mène au pire. C'est un manque de culture aussi. On l'a vu d'ailleurs, vous parliez de graffiti, le propriétaire des magasins Bagelstein disait il serait heureux de retrouver les coupables, enfin ceux qui ont fait ce tag, non pas pour les punir, mais pour les rencontrer, pour leur expliquer, parce qu'il pense que c'est un manque de culture avant tout, un manque de connaissance. Il est là l'enjeu, c'est la connaissance, ça doit passer par l'école notamment. Bah, malheureusement, je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, je suis complètement convaincu qu'il y a toujours cette fameuse question du devoir de mémoire et qu'il faut absolument honorer les morts, quels que soient les morts d'ailleurs, que ce soit ceux de la Shoah ou d'autres génocides ou d'autres crimes contre l'humanité. Après, la question de la culture, souvent il y a une espèce d'illusion comme ça dans le progrès, dans les lumières, qui ferait que forcément la haine serait le produit de l'ignorance. Moi, je me souviens très bien, pour parler d'un autre génocide, d'un passage dans le très beau livre de Jean Hatzfeld qui s'appelle Dans le nu de la vie, où, alors là je cite de mémoire, hein, mais ce que vous dites m'y fait penser, où il y a un instituteur, je crois, rwandais, rescapé du génocide,
qui dit moi j'ai pendant des années enseigné à mes élèves les Lumières, la passion des Lumières, l'idée que justement la culture pouvait permettre de lutter contre la haine. Et disait cet instituteur, ce que m'a appris le génocide, ça n'est pas que la culture permet de lutter contre la haine ou protège de la barbarie, c'est que la culture rend plus efficace dans la barbarie. Et vous savez, j'ai relu récemment le petit livre de Vladimir Yankelevitch, le philosophe, qui s'appelle L'imprescriptible, où Yankelevitch a cette formule très belle, il dit « Il ne s'agit pas d'être sublime, il s'agit d'être fidèle et sérieux ». Et à un autre moment, il parle de ce qu'il appelle la bourgeoisie cagoularde des beaux quartiers. Et il dit que finalement l'antisémitisme le plus virulent pendant la guerre, et dans les années 30, etc., c'était pas forcément celui d'une prétendue populace, ignare ou je ne sais quoi, c'était aussi celui de la haine pure et très érudite de la bourgeoisie cagoularde des beaux quartiers. Et je crois qu'on a tendance, celle-là, un peu à l'oublier. Vous évoquiez le fait tout à l'heure qu'on nomme mal les choses. Est-ce que quand on entend Emmanuel Macron ou même certains députés de la majorité qui disent qu'il faudrait voir dans l'antisionisme un premier pas vers l'antisémitisme, est-ce que cette confusion entre justement le politique et le religieux met pas un peu de confusion partout justement? Est-ce qu'on n'est pas au début du commencement d'un délit d'opinion? Le problème, c'est que c'est difficile de répartir entre religieux et politique, et du côté de l'antisionisme et du côté de l'antisémitisme. Je crois qu'il y a plusieurs enjeux dans ce que vous avez dit. D'abord, il y a le fait que, quelque part, ce gouvernement n'est pas très bien placé parfois pour parler de ce genre de choses, ne serait-ce que parce que, par exemple, Benjamin Griveaux, quand il a osé confondre dans une émission de radio Charles Maurras d'un côté et Marc Bloch de l'autre, donc un grand théoricien de l'antisémitisme en France et puis un grand résistant juif mort, fusillé comme Marc Bloch, c'est assez flippant, quoi, c'est très... Donc quand on dit mal nommer les choses, c'est effectivement là on est quand même du côté d'une certaine ignorance et d'une forme de trivialité dans le rapport, de désinvolture dans le rapport au langage qui fait qu'ensuite on n'est quand même pas très armé pour donner des leçons de morale ou dire qu'il faut avoir un rapport à la mémoire, etc., etc. Ensuite, sur la question de l'antisionisme et de l'antisémitisme, c'est impossible d'y répondre en quelques secondes comme ça. Je crois que d'un côté, certains ont raison de dire que bien sûr, il y a une tradition antisioniste qui a eu toute sa légitimité, qui a sa légitimité, notamment dans une forme d'extrême gauche juive, socialiste, etc., dans les années 30, dans les années 20, il y avait tout ce grand parti qui s'appelait le Bund en Europe de l'Est, en Russie, qui était un parti de révolutionnaires juifs socialistes antisionistes, qui était contre la création, contre le nationalisme, contre la création d'un État juif en Israël ou ailleurs, ou en Palestine ou ailleurs. Bien sûr qu'il y a donc une tradition de l'antisionisme qui a eu sa légitimité, qui est une grande tradition politique très forte, avec des grandes richesses de textes et de gestes. Après, et donc il ne faut pas du tout laisser la critique, enfin il ne faut pas laisser faire quand certains essaient de réduire tout antisionisme à de l'antisémitisme, surtout en parlant de cette tradition-là. Et donc il ne faut pas non plus laisser ces gens-là empêcher toute critique, faire de l'antisionisme un moyen d'empêcher toute critique de la politique du gouvernement israélien. Après, l'autre quand même hypocrisie, c'est que ceux qui, à gauche, ne voient pas qu'aujourd'hui, depuis quelques années, depuis un moment, un certain antisionisme est purement et simplement de l'antisémitisme qui ne veut pas, qui avance masqué, mais dont tous les gestes, tout le corps, toutes les manières, les intonations, etc., puent, pour ainsi dire les choses, l'antisémitisme et la haine brute. Cela aussi devrait quand même réfléchir un peu. Justement, je citais Yankelevitch à la seconde, puisqu'on est dans votre émission, qui est une émission où on peut citer des livres. Eh bien, Yankelevitch, dans ce livre, donc L'imprescriptible, c'est un texte paru en 71, il dit « L'antisionisme est à cet égard une introuvable aubaine, car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mais enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite, et si les juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux, il ne serait plus nécessaire de les plaindre. » Donc, à la fois, il ne faut jamais laisser l'antisionisme être réduit à de l'antisémitisme, ça n'est pas vrai, ça n'est pas du tout la même chose en tant que tel, mais en même temps, je pense que
quiconque, à gauche notamment, puisque le regard s'adresse notamment à un public qui est structuré politiquement à gauche, quiconque à gauche aujourd'hui a de l'oreille, a une oreille loyale et honnête, doit bien sentir que certains propos, et beaucoup de propos aujourd'hui proférés au nom de l'antisionisme, quand même mènent ont toute autre chose en tête que la justice faite au peuple palestinien et ont à l'horizon de leurs propos quelque chose qui relève de la haine pure et simple. Un mot sur vos travaux, vos enquêtes intellectuelles, notamment je pense à vos 2 derniers livres que j'ai cités tout à l'heure. Vous dites que nous avons perdu de notre capacité à prendre au sérieux la question religieuse, la question du religieux, la question religieuse. En quoi le fait religieux, dans une société laïque et sécularisée, doit-elle être, si ce n'est centrale, au moins questionnée, interrogée? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans le fait religieux? Ne serait-ce qu'il y a une chose toute simple, c'est que moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est notre incapacité à le nommer, ce fait religieux, à le prendre au sérieux. Et aujourd'hui, il y a plein de choses, il se passe plein de choses, et notamment, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas non plus complètement évacuer, c'est le retour à l'échelle mondiale, non seulement du religieux, mais surtout du nœud entre le religieux et le politique. Le djihadisme n'en est qu'une illustration, mais le djihadisme a un impact dans nos vies au quotidien depuis des années maintenant, non seulement en France, mais ailleurs, dans beaucoup d'autres pays. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'incapacité de ma culture politique, qui est une culture politique de gauche, anticolonialiste, féministe, etc., à prendre au sérieux le religieux, c'est-à-dire à ne pas le réduire à rien, c'est-à-dire à ne pas faire comme si, quand quelqu'un dit, bah voilà, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire par exemple tuer, c'est au nom de Dieu, moi je vous dis que je tue au nom de Dieu, eh bien nous autres gens de gauche, quand quelqu'un dit ça, on dira, on a toujours tendance à penser que non, cette personne-là ne sait pas de quoi elle parle, et en fait forcément derrière, le religieux cache toujours autre chose, c'est forcément en fait d'abord politique, d'abord social, d'abord économique, d'abord géopolitique. Or en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on devrait renouer avec la grande leçon que Michel Foucault avait essayé de délivrer quand il est revenu d'Iran et quand il a vu la révolution islamique sous ses yeux en Iran. Il a dit il faudrait qu'on arrête, nous autres gens de gauche, de toujours considérer que la religion est le voile d'autre chose, le voile d'un réel qui serait forcément social ou économique, etc. Bien sûr, le social, l'économique, tout ça, c'est très important, mais parfois le religieux n'est pas le voile d'autre chose, c'est parfois le visage du réel lui-même. Or, depuis Marx, depuis Engels qui parlait de déguisement religieux, jusqu'à Badiou aujourd'hui, des gens comme Badiou qui disent mais non, ces gens-là, les djihadistes sont juste des petits pétainistes, chez eux la religion n'est qu'un vêtement. La métaphore de la religion comme voile est omniprésente. À gauche, on a un mal fou à prendre le sérieux au religieux comme tel. Or en fait, plus ça va et plus la gauche notamment aurait intérêt à ouvrir les yeux là-dessus. Il y a un impensé à gauche, du coup, vous diriez ça quand Jean-Luc Mélenchon rappelle qu'en France, il y a une majorité d'indifférents religieux, ou d'athées d'ailleurs, ou de gens qui pratiquent la religion dans le secret de leur cœur, et d'ailleurs il poursuit en disant « foutez-nous la paix avec vos histoires de religion », il a tort quand il dit ça? Non, mais ça c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'une chose est de dire que chacun doit pouvoir croire, ne pas croire, avoir son rapport à l'espace public, son rapport au corps, être religieux, la religion comme expérience du monde, comme vision du monde, comme rapport au corps, à la nourriture, au sommeil, est-ce que je ne jeûne pas, je dors pas, le ramadan, etc. Enfin, tout ce que ça implique dans le corps et la présence corporelle de quelqu'un au jour le jour, dans le rapport à des textes sacrés, etc. Chacun doit pouvoir avoir le rapport qu'il veut et dire bah, moi je ne crois pas, je crois, ça c'est ce que dit Mélenchon quand il dit ça. La question après, c'est de prendre en compte le religieux quand il est là, c'est-à-dire quand il a un impact politique, quand il a un impact très fort. Aujourd'hui, nous sommes largement, quand je dis nous, c'est notamment à gauche, nous sommes largement désarmés pour faire face à ce phénomène du religieux. Et vous savez, c'est d'autant plus étonnant que, par exemple, chez Marx, j'ai essayé de le montrer dans mon livre, chez Marx, la question religieuse est omniprésente. Jacques Derrida disait que Marx accordait un privilège absolu à la religion comme phénomène dans le rapport à l'idéologie, etc. Et de fait, Marx n'a pas cessé, il a commencé son œuvre philosophique en parlant de la religion, il n'a pas cessé de revenir à cette question, de se casser les dents sur la question religieuse, mais lui, il prenait la religion au sérieux, il savait très bien que c'était très important. Et d'ailleurs, il y a cette phrase qui dit toute critique digne de ce nom commence par la critique de la religion. La critique de la religion est la condition de toute critique. De toute critique, ça ne veut pas dire d'évacuer la chose, ça veut dire de prendre au sérieux, de passer au tamis de la critique. Donc aujourd'hui, il faudrait retrouver la capacité à critiquer la religion, c'est-à-dire à la prendre simplement au sérieux. Il a raison, Emmanuel Macron, il faut réformer aujourd'hui la loi de 1905, la loi de laïcité, sur la laïcité. Elle est plus en mesure de répondre aux grands enjeux justement religieux d'aujourd'hui et républicains d'aujourd'hui.
Je suis pas complètement sûr sur ce point, j'ai pas un avis très tranché, je pense que c'est un débat très compliqué. Mais par contre, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, à nouveau, ce qui fait la limite d'une telle question, pas la vôtre, mais d'un tel débat, c'est qu'il est national. Et je pense que autant la laïcité doit surtout pas apparaître comme une arme de combat, comme une arme de cantonnement contre les religions, contre une religion en particulier, autant elle doit être respectée comme cadre, et bénie comme cadre quelque part, parce que c'est un cadre de liberté, etc. Autant on voit bien que ce cadre, il est singulier dans chaque pays, notamment dans chaque pays d'Europe, etc. Or en fait, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est-à-dire notamment, parce que derrière ça il y a le débat sur l'islamisme notamment, eh bien c'est un phénomène justement qui est sans frontières. Et un des grands problèmes qui se pose à nous, c'est que justement, face à cette radicalisation interne à l'islam, qui est une espèce de guerre civile mondiale au sein de l'islam, entre ceux qui veulent en permanence relancer les trésors de spiritualité du monde musulman et ceux qui veulent faire de cette religion une sorte de grimace sanglante et de pouvoir de terreur, eh bien, au sein de cette guerre civile, elle est mondiale, et ceux qui voudraient y répondre par tel ou tel dispositif national sont vraiment à la fois valeureux et en partie naïfs, puisque à chaque fois qu'il y a un attentat, on convoque, chaque pays dit merde, c'est notre modèle belge, notre modèle suisse, notre modèle français qui est en cause. Or en fait, la force des gens qui sont en face et qui commettent les attentats, c'est que eux, leur modèle, il est transnational, et qu'aujourd'hui, leur puissance, c'est que leurs combattants sont sans frontières. Et c'est une chose d'ailleurs qui, moi, m'a mis en mouvement, m'a donné envie d'écrire ces livres, et qui, je pense, devrait empêcher de dormir quiconque à gauche est héritier d'une certaine culture internationaliste, c'est-à-dire sans frontières, et pour qui il n'y a rien de plus beau que d'aller se battre à l'autre bout du monde pour une cause qu'on croit juste. On ne devrait pas pouvoir dormir la nuit quand on est quelqu'un héritier de cette culture-là, quand on est de gauche, au simple constat qu'aujourd'hui, la seule espérance pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, eh bien c'est l'espérance djihadiste. Merci beaucoup Jean-Bernard Bonneau. Merci à vous.